Campanie, dans le sud de l'Italie, située entre Rome et Naples, on rencontre la province de Caserte. Une terre ancienne pour un voyage fascinant et unique. Art et culture. Nature et paysage à couper le souffle. Mer et montagne. Traditions intemporelles. Une variété d'émotions qui nous amènera à découvrir une terre depuis toujours connue comme terre de travail. Du nom de ses anciens habitants, les Leborini. Le territoire de la province de Caserte s'étend de la mer Tyrrhénienne jusqu'à la zone montagneuse du Matese, située au cœur de la Campanie. Elle frappe par la variété de ses paysages, le caractère unique de sa nature, ses villes populeuses et riches en histoire, mais aussi pour les plats de la tradition locale, aux saveurs intenses et authentiques. Une cuisine simple et sincère, comme les gens qui habitent la province. Et pour ces vins nobles et corsés qui renferment les parfums du territoire. Un véritable laboratoire de civilisations superposées qui ont eu une influence sur le style de vie, mais aussi sur le paysage et le territoire. Cette zone est en effet riche en témoignages historiques de toutes les époques. Habitée dès la préhistoire, elle doit aussi son développement et sa splendeur aux nombreuses dominations qui ont, au fil des siècles, laissé leurs signes sur ces terres. Caserte, Aversa, Capoue, Teano et les autres villes de la région sont les vivants témoignages de la manière dont les Étrusques, les Samnites, les Romains, tout comme les Lombards et à une époque plus récente les Bourbons, ont rendu ces lieux uniques et intéressants. Nous descendrons aussi dans les fonds hauts en couleur de la mer de Caserte. Commençons donc notre voyage à travers ce vaste patrimoine culturel italien. La ville de Caserte est située dans la plaine de la Campanie, au pied du mont Tifata. Chef-lieu de province, elle fut probablement fondée par les Lombards de Capoue au début du 8e siècle. En 1544, elle fut élevée au rang de principauté avec les Acquaviva d'Aragon, comtes de Caserte. Elle fut par la suite acquise par les Bourbons de Naples qui commencèrent à partir de 1750 à construire le merveilleux Palais Royal autour duquel naît et se développe la ville de Caserte telle que nous la connaissons aujourd'hui. Proclamé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, le Palais Royal de Caserte est le monument le plus connu et représentatif de la province. Elle fut commissionnée par Charles III de Bourbon à l'architecte hollandais Luigi Vanvitelli. Les travaux commencèrent en 1752 et se terminèrent en 1780 sous la supervision de Carlo Vanvitelli, qui remplaça son père après sa mort.
Le magnifique escalier d'honneur mène directement à l'étage noble et aux somptueux appartements royaux. D'une grande luminosité, la grande rampe centrale est sculptée dans un seul bloc de marbre. 2 lions en marbre sont le symbole de la force de la raison et des armes. Les antichambres des appartements royaux sont enrichies de stucs et de fresques. La salle du trône est la plus grande de tous les appartements. Dans les salons, peintures d'artistes du XVIIIe siècle et meubles rococo et néoclassiques. Toutes les pièces sont richement décorées. Le faste d'une cour somptueuse. La salle de Mars, avec des décorations illustrant les épisodes de l'Iliade et exaltant les vertus militaires. Au rez-de-chaussée, le théâtre de cour, la seule salle du palais que les Vanvitelli aient menée à terme. Mais le véritable enchantement du palais royal n'est pas à l'intérieur. C'est l'immense et majestueux parc dessiné par Vanvitelli. « 120 hectares et une allée centrale de 3 km. Il est tellement grand qu'on peut le parcourir en voiture. Cette succession de bassins et de fontaines, de cascades et de statues atteint une telle splendeur qu'elle rivalise avec le palais du roi Soleil à Versailles. Nature et art se fondent en une vision unique au monde. Caserta Vecchia se dresse sur les pentes des monts Tifatini. Les origines de cette petite ville sont encore aujourd'hui incertaines, mais pourraient remonter à Casairta, au village d'accès difficile. Le bourg, bâti à l'origine sur un village romain préexistant, a subi au fil des années diverses dominations. C'est sous la domination des Suèves que fut construit le château, dont il ne reste aujourd'hui qu'une seule tour cylindrique. La cathédrale date de l'année 1100. Quand, avec la construction du palais royal, le centre de gravité de toute activité se déplaça autour de lui, les habitants de l'ancienne ville durent se transférer dans la plaine. Pour rappeler le splendide passé de Caserta Vecchia, reste le Duomo, avec sa façade recouverte de tuf, le campanile, les restes du château et les rues de tout le bourg. Site royal, le bourg de San Leuccio était le siège d'un pavillon de chasse des comtes Acquaviva de Caserta, connu sous le nom de Palais du Belvédère, aujourd'hui restauré.
Son grand portail constituait l'accès à la filature et au quartier avec les maisons ouvrières de la colonie. À son sommet fut placé un groupe de sculptures avec les armoires des Bourbons à son centre. À côté de la manufacture de soie, la petite église de Saint-Ferdinand-Noré domine de haut tout le bourg. Quand les Bourbons de Naples acquirent les propriétés des comtes Aquaviva, Ferdinand IV restaura le palais du Belvédère et le Casino Royal et réalisa la manufacture de la soie. Fut ainsi fondée la communauté de la colonie royale de San Leuccio, basée sur des statuts spéciaux qui établissaient des lois et des règles valables uniquement pour cette communauté. Les travailleurs des manufactures, par exemple, se voyaient attribuer une maison à l'intérieur de la colonie, pouvaient bénéficier d'une formation gratuite, et les femmes recevaient du roi une dot pour épouser un travailleur de la colonie. Aujourd'hui comme hier, la précieuse soie que produit cet établissement est très prisée, même à l'étranger. Les puissants de ce monde sont tous d'accord. Les soies de Saint-Leuccio sont les plus raffinées du monde. La reine d'Angleterre, le président des États-Unis d'Amérique et les cheikh arabes sont certains parmi les plus célèbres destinataires des produits soyeux de Saint-Leuccio. Maddaloni, le long de la voie Appia. Un mur d'enceinte réalisé en opus reticulatum atteste la conquête romaine de cette ville, fondée au 7e siècle avant Jésus-Christ par les Osques. Dans la plaine se dressait l'ancienne ville de Calatia. D'un intérêt particulier est le musée civique, dont les pièces proviennent également de la nécropole de Calatia. Bronze et céramique, splendide sculpture en bois de la tradition sacrée du XVIIe et XVIIIe siècle. Parmi les vestiges d'époque romaine, des lampes à huile et des urnes cinéraires. Les restes de pointes de lances et de couteaux sont un témoignage du rôle de l'aristocratie militaire présente à Calatia. Des objets domestiques, vases et amphores pour conserver les liquides. Dans une salle, toute la dévotion des habitants de Maddaloni est racontée par les nombreux ex-voto offerts à Saint-Michel, le saint patron de la ville. Le musée conserve aussi des tableaux de Francesco Solimena et divers types de mayoliques de l'école artisanale de Maddaloni du XVIIIe siècle. Valle di Maddaloni est le petit village ravissant au-dessus duquel domine la forteresse, seul et unique témoignage de la fortification du XIIIe siècle. La vallée homonyme est une verte cuvette traversée par l'Appia antique. Avec ses ponts reliés à l'aqueduc Carolino,
l'architecte Carlo Vanvitelli assura l'eau qui servait au palais royal de Caserte, à ses fontaines et aux manufactures de San Leucio. Un ouvrage imposant et fascinant. Valle di Maddaloni est aussi célèbre pour sa production de pommes dites Anurca, une variété douce et savoureuse. Récoltées encore acerbes, elles mûrissent dans les hangars à pommes, alignés sur un lit de copeaux de bois. Nous continuons notre voyage dans la province de Caserte. Cicéron définit l'ancienne Capoue Altera Roma, l'autre Rome. C'est la moderne Santa Maria Capua Vetere. Grandiose est l'amphithéâtre Campano de l'ère d'Auguste, le second par dimension après le Colisée de Rome. Ces 4 étages pouvaient contenir jusqu'à 40 000 spectateurs. Le musée des gladiateurs conserve les ornements qui indiquaient leur classe de combat. Le Mitaeum remonte au 2e-3e siècle après Jésus-Christ. Sur le mur du fond est encore visible la fresque qui représente le dieu Mitra, tuant le taureau. Nous arrivons à un point d'abordage sur l'Unance du Volturno, l'antique Casalinum et la Capoue des coupoles, des bastions et des vertes douves. Le château de Charles V, splendide exemple d'architecture militaire. Cette forteresse représentait la structure de défense interne de la ville. En 1943, elle fut durement bombardée, mais grâce aux sérieuses interventions de récupération effectuées, ce château, en grande partie détruit, est revenu à sa puissante splendeur originale. Le long de son tissu urbain, enfermé dans l'enceinte de murs, les palais, châteaux et églises permettent de reconnaître une stratification historique qui va des Lombards aux Normands et des Suèves aux Angevins. Capoue, illustre et antique métropole de la Campanie, conserve au musée Campano d'importants témoignages artistiques et archéologiques de la région. Une riche collection d'épigraphes avec inscriptions de différents caractères, des vestiges funéraires et surtout la plus singulière, rare et précieuse collection dont un musée puisse se vanter, la collection dite des mères. Des statues en tuf reproduisant des figures féminines assises
avec un ou plusieurs enfants dans les bras qui remontent à diverses époques allant du 6e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Retrouvé dans une zone où, dans l'Antiquité, surgissait un temple consacré à la maternité, ces mères étaient des ex-voto. La salle des mosaïques rassemble des éléments décoratifs de diverses provenances. Ils appartenaient très probablement à des ensembles décoratifs de bâtiments civils ou sacrés. La collection de tableaux conserve plusieurs œuvres intéressantes de l'école napolitaine qui vont du XIIIe au XVIIIe siècle et des sculptures en bois polychrome des XIIIe et XVIe siècles. Remarquables à la fois par leur importance artistique et leur valeur documentaire, sont les sculptures Renaissance, qui comprennent des œuvres de sculpteurs napolitains du XVIe siècle. La bibliothèque du musée Campano, une des plus grandes du Sud, conserve plus de 70 000 parchemins, volumes, opuscules, manuscrits, revues, estampes et cartes géographiques. Contrepoint de l'apparence austère héritée de l'histoire, le carnaval de Capoue n'a rien à envier à ceux plus renommés. Mais la terre de travail est aussi une terre de folklore, où les sons et les gestes se fondent en danse qui manifestent leurs étroits liens avec les racines. Entre Caserte et Averse, l'antique ville de Marcianise, dont le territoire était autrefois peuplé de Grecs, Samnites et Étrusques. Son Duomo est un précieux exemple d'art baroque. Comme l'église de la Santissima Annunziata. La façade remonte à la deuxième moitié du XVIIIe siècle. L'intérieur est riche en fresques de l'école napolitaine des XVIIe et XVIIIe siècles, qui sont dues, entre autres, à Massimo Stanzione et Francesco Solimena. L'antique Atella, une des villes les plus antiques et célèbres de la Campanie, fut fondée entre le Xe et le 5e siècle avant Jésus-Christ par les Osques, et en peu de temps devint un important carrefour commercial et culturel.
Le sanctuaire de Saint Salvatore da Horta est un centre de spiritualité franciscaine. Il vante un orgue de 1500 cannes qui remonte à 1888. Les murs du couvent franciscain adjacent renferment un splendide cloître avec un merveilleux portique qui présente des voûtes à arcades entièrement peintes de fresques. L'église de San Massimo fut édifiée en style néoclassique entre 1860 et 1880. Elle conserve à l'intérieur une toile d'une facture raffinée et plusieurs statues en bois. C'est la deuxième ville de la province. D'origine normande, Avers se confine avec la province de Naples. Ville riche en églises du XVIIIe siècle et de monastères, ces anciens quartiers sont un fouillis de ruelles, une succession de places et d'élargissements dominés par des palais monumentaux. Ouvrage d'une extrême élégance, la coupole de la cathédrale de Saint-Paul, qui date de 1053, domine la place du Duomo et nous révèle les influences qu'Arabes et Normands eurent sur ces terres. Son majestueux hôtel majeur fut réalisé sur un dessin de Vanvitelli. La Normande Avers est le centre de production de la délicieuse mozzarella de Bufflone, ambassadrice dans le monde de saveurs authentiques de ces terres. Condiment de base de la pizza et fleuron de la Campanie et de la province de Caserte. Les premières informations sur Casal di Principe remontent au temps de la civilisation des Osques. L'église du Santissimo Salvatore remonte au XVIe siècle. Y sont conservés un crucifix en bois de l'école napolitaine du XVIIIe siècle. Et un tableau représentant la Sainte Vierge daté 1725.
Dans la zone comprise entre Casal dei Principi, Aversa et Orta di Atella, on produit le célèbre Asprigno, un vin sec et intense, à savourer de préférence avec la mozzarella. Le long de la voie latine, à 14 km au nord de Capoue, on traverse presque sans s'en apercevoir le territoire de l'antique et glorieuse agglomération de Calès. Zone de 64 hectares faisant partie de la commune de Calvi-Risorta. Sur le site archéologique, des traces bien visibles de l'antique colonie romaine de Calès. Encore beaucoup à reporter à la lumière. Les thermes centrales, après celles plus récentes de Mercure à Baia, sont le plus grandiose ensemble thermal de l'époque républicaine connu à ce jour. Calès, avec son sol parsemé de fragments de céramique de l'âge du bronze, avec les fonds de cabanes du Xe siècle avant Jésus-Christ, est un des sites archéologiques fleurons de la Campanie. La voisine voie latine, également appelée Casilina, doit sa fortune à l'abandon de la voie Appia et au flux ininterrompu des pèlerins qui l'ont parcouru en d'autres époques pour se rendre à Cassino et en Terre Sainte. Non loin de Calvi-Risorta, nous accueille l'antique Francolise. Le massif château crénelé du XIIIe siècle est le symbole du passage du fief de Francolise de Carlo Ier d'Anjou à Simone de Monforte, comte de Avellino. Témoignage des fastes de la dernière période républicaine sont les deux villas, celle de San Rocco et celle dite del Posto. La villa de San Rocco était une résidence cossue avec un grand péristyle, plus de 30 pièces, plus des citernes, des couloirs, des thermes et de saunas. D'autres pièces se répartissaient autour des deux cours, où se trouvent les vasques de séparation de l'huile d'olive, une presse pour l'huile et un four pour cuire les briques. La villa del Posto était une villa rustique avec 8 pièces habitables, un puits dans la cour pour emmagasiner de l'eau et plusieurs entrepôts pour la séparation de l'huile d'olive. Riardo est un petit bourg d'origine romaine, plongé dans la verdure. En parcourant ces rues, entre maisons anciennes, ruelles étroites et arcades entièrement restaurées, on arrive au jardin du château Lombard. En poursuivant vers la vallée, on arrive à la chapelle dite de la Madonna della Stella, qui conserve encore d'importantes fresques byzantines.
C'est la porte de la Campanie, carrefour par vocation, lieu de rendez-vous au pied du volcan. C'est Teano, théâtre de la rencontre historique entre Vittorio Emanuele II et Giuseppe Garibaldi. Antique capitale des Samnites, considérée par Strabon la plus grande ville traversée par la voie latine, et dotée de grands bâtiments publics comme l'amphithéâtre, le théâtre et les thermes, dont restent encore de fascinantes ruines. Le théâtre romain de Teano date de la fin de l'époque hellénistique. C'est à des époques successives que remontent les ambulacres externes et l'édifice de la scène. Teano eut aussi un amphithéâtre aux proportions considérables dont il ne reste toutefois aucune trace. Les pierres laviques des maisons, qui proviennent directement du volcan voisin, se confondent avec celles qui forment une partie monumentale des murs pré-romains sur lesquels repose le loggione, singulier édifice du XIVe siècle, avec un énorme arc aigu. Des marbres d'époque romaine décorent par contre le campanile romain du Duomo de 1116, consacré à Saint Clément. L'intérieur est enrichi par une merveilleuse chaire en marbre. Dans la crypte de Saint-Paride est conservée une collection de marbres romains, médiévaux et modernes. Le monastère de Sainte-Catherine maintient vivante une tradition monastique féminine qui compte à Teano plus de 12 siècles. Inaccessible et mystérieux, il dissimule une très belle petite église avec un chœur en bois entièrement marqueté. Teano conserve aussi un art séculaire, le travail du cuivre. Une tradition qui est jalousement léguée de génération en génération. Presque au début de son trajet en Campanie, le long de la voie Appia, cessa à Runca, l'antique Suessa. Les vestiges du théâtre romain, avec ses 5000 places du 1er siècle avant Jésus-Christ, sont entourés d'un grandiose cryptoportique et de thermes antiques. L'église baroque de l'Annunziata s'érige aux limites du bourg médiéval. L'intérieur, en croix grecque, est enrichi d'autels baroques avec marbre polychrome, un chœur en bois et une cantoria, tribune de chanteurs. Les tours du château ducal se dressent au-dessus du centre historique en s'imposant entre les coupoles d'églises et de chapelles.
Construit par les ducs Marsano à l'époque lombarde, sur les ruines d'un édifice romain, il fut agrandi par les Suèves. À l'intérieur se trouve le musée Al Castello, avec des pièces provenant des nécropoles, des temples et des villas romaines de l'antique Suessa. Ces amphores, assiettes, cruches, statues et frises témoignent le passage de nombreuses civilisations aux différentes époques. La précieuse Cesa Runca est un écrin riche en trésors à découvrir. Comme le Duomo de Saint-Pierre, un admirable exemple d'architecture romane qui remonte au XIIe siècle. Il fut construit avec des matériaux provenant des temples de Mercure et d'Hercule et du théâtre. D'élégants stucs du XVIIIe surmontent les arcs de l'intérieur, à 3 nefs, et se fondent avec la simplicité de la structure romane. Sur l'imposante chaire se détachent de très vivantes représentations d'animaux à côté de figures géométriques. Au-dessous du tableau de la Madonna avec enfant qui orne l'autel, le regard ne peut se détacher du pavement, un extraordinaire tapis de mosaïques aux motifs géométriques d'influence arabe. Dans la chapelle baroque du Saint-Sacrement est conservée la Communion des apôtres de Luca Giordano. Et si la prière ne suffisait pas à elle seule à fournir les effets espérés, pour obtenir les bonnes grâces du sort, il y a les danses et les chants populaires séculaires. Déplaçons-nous maintenant vers l'intérieur des terres. Nous sommes à Roccamonfina, au pied du volcan homonyme. Le centre historique, riche en art et histoire, est dominé par le sanctuaire de Santa Maria Santissima dei Latani, qui remonte au XVe siècle. Érigé par 2 saints, Bernardino da Siena et Giacomo della Marca, cet édifice sacré, solitaire et silencieux, est plongé dans la verdure. Son magnifique cloître, ses voûtes avec arabesques et ses arcs soutenus par des colonnes lisses, octogonales et en spirale. Une chapelle avec une ravissante coupole à fresque conserve une statue de Vierge à l'enfant, objet de culte et de vénération. Sculptée dans le basalte, elle date des 9e, 11e siècles. Le volcan, éteint depuis des temps reculés,
a le mérite d'avoir rendu le terrain environnant extrêmement florissant. Berceau des précieuses primitives, de savoureuses châtaignes à cuire sur le feu. Quittons cette oasis de paix pour rejoindre un autre important centre de la province. La richesse et la variété de la terre de travail se révèlent aussi sur son littoral. Mondragon était la réserve de chasse des Bourbons. Ville médiévale à côté de l'antique Sinuessa, le passé a laissé ses traces le long des ruelles du centre historique et de la route qui mène à la mer. Des amphores, des ustensiles et des monnaies sont conservés dans le musée comme témoignage du passage de soldats, mais aussi de marchands. Vers l'intérieur, la campagne est riche en légumes, oliviers et vignes. C'est l'Ager Falernus des Romains, dont le produit principal était le vin, le célèbre Falerno, aujourd'hui replanté avec grand succès. La plage de Baia Domitia est le littoral par excellence de la province de Caserte. Les montagnes en arrière-plan se blanchissent en hiver et se reflètent dans le miroir d'eau très limpide. Une plage extrêmement fine à perte de vue. Et sur l'arrière-plan, Capri, un sceau de magie. Nous sommes au nord-ouest de Naples, à Baia Domitia. Les fonds de la mer regorgent de vie. Les montagnes du Matese, avec des sommets qui vont jusqu'à 2000 mètres, sont la porte des Apennins méridionaux. Joyau de cet écrin de beauté naturelle est le parc régional du Matese, dont l'accès est justement Piedimontaise-Matese. Avec son patrimoine d'art, c'est le point de départ d'excursion. Entre Bocca di Selva et Gallo Matese, enchâssé entre des murs de rochers infranchissables, s'étend le lac Matese. Très nombreux sont les parcours idéaux qui offrent le plaisir de marcher sur les traces de l'histoire. C'est ici que le contact avec la nature devient possible. Grâce au sport, surtout ceux d'hiver, quand le massif est blanc de neige et le lac se transforme en un miroir de glace. Mais continuons notre voyage dans les montagnes du Matese. Nous arrivons à Castello Matese, village fortifié à l'époque normande. Fief des Aquino et des Aragonats,
Ce bourg est perché sur une colline entre les vallées de l'Anferno et du Rivo, tandis que des ruines de murs mégalithiques sont profondément enfoncées dans le rocher du mont Silla. La plus petite des deux tours médiévales présente encore son crénelé original. Cette forteresse fut construite durant la domination normande. L'église de Saint-Augustin, un ex-couvent des pères augustiniens des Chaux. La voûte et la nef sont enrichies de fresques. L'Étino est la commune la plus élevée de la Campanie, 1050 mètres au-dessus du niveau de la mer, au cœur du parc du Matese. Une grappe de maisons donnant le lac du même nom. Des outils de travail, des ustensiles de la vie quotidienne. Ici, tout est l'œuvre de savantes mains d'artisans, des produits manufacturés en laine au goût unique des plats de la cuisine pauvre. Non loin du village, voici les grottes du Lette, but ambitionné d'excursions et de spéléologues. Antique maison en pierre, typique de toute la zone du parc. C'est Gallo Matese, un village accroché entre les majestueuses montagnes. Le palais des seigneurs de Boiano, construit au XVIIIe siècle, c'est un solide édifice en pierre calcaire. L'église de Saint-François, dite l'église de l'Ave Grazia Plena, prend un rôle de protagoniste dans la scène urbaine de ce petit village. Elle a une belle façade, avec un portail du XVIIIe de style fin baroque, sur lequel se détache une fenêtre en forme d'étui à violon. Durant les travaux de restauration du pavement, on a trouvé les traces de fondation d'une chapelle votive d'une époque précédente. Gioia Sanitica. Le château normand domine la statue de la Victoire ailée qui orne la place de la mairie. La ville est enrichie par l'église baroque de Saint-Félix martyr de 1525 avec les 3 portails en pierre de sa façade. La chaire est en bois. Chaque autel a sa statue. Chaque coin son fresque. Revenons enfin vers Caserte et concluons notre voyage à la découverte de ces lieux fascinants et riches en histoire, culture et saveurs.
Caserte et sa province. Un parcours dans l'histoire, l'art et la nature.